Bien, pour comprendre pour quelles raisons on va attaquer les banques au pénal, je vais faire un briefing en 6 parties, 6 petites parties, qui vous expliquera d'une manière précise comment s'articule la mécanique monétaire. Alors, 6 parties qui seront celles-ci. La première partie traitera de la monnaie, qui a une durée de vie, en définitive. La seconde partie abordera très rapidement la crise, qui a toujours en fait une origine psychologique. La troisième partie, je traiterai de la propriété, parce que c'est nécessaire de savoir quel est ce droit qui est en fait démembré, donc je vais vous expliquer ce que ça veut dire. La quatrième partie, c'est l'esclavage. Qu'est-ce que c'est que l'esclavage? C'est pas une définition qu'on invente comme ça parce que le travail est dur ou qu'on est exploité. C'est l'exploitation du travail. L'esclavage a un cadre juridique bien particulier qu'on abordera. La cinquième partie, eh bien, c'est celle qui touche aussi cette plainte que l'on va déposer auprès du tribunal contre les banques. C'est le vol, qui a un lien direct avec le droit de propriété. Et la sixième partie, c'est une synthèse qui va en définitive nous faire comprendre pour quelles raisons il faut absolument attaquer les banques au pénal. Bien. Alors, première partie, la monnaie qui a une durée de vie. En fait, la monnaie, elle se crée à partir du crédit. Vous avez donc 2 éléments essentiels. Vous avez la banque, qui est une sorte de matrice qui va permettre la création monétaire. Cette matrice, pour qu'elle fonctionne, il lui faut un certain nombre de conditions sur lesquelles je ne vais pas m'étaler. Fonds propres, réserve obligatoire et un certain volant de liquidité. Ça, c'est ses conditions à elle. Les conditions du crédit, eh bien c'est d'abord un besoin de financement d'un individu. Je parle bien d'un individu, un particulier ou un ménage. Ce besoin de financement, c'est pour acheter une maison, une voiture, un congélateur, de l'électroménager. Et quelquefois même un découvert. Parce qu'un découvert, c'est un crédit. Donc quand on a un besoin de financement et en face une banque qui est la matrice de la création monétaire, il y a des conditions qui sont a priori requises pour qu'il y ait création monétaire. Côté, on a vu le côté de la banque, côté de l'individu ou du ménage, il faut qu'il présente un certain nombre de conditions. Conditions de revenus, c'est-à-dire généralement un CDI. Conditions de santé, quelquefois on demande un certificat de santé à la personne qui va faire un crédit. Conditions de garantie, quelquefois aussi, bon, l'hypothèque ou des garanties solidaires. Et puis il faut qu'il ait un âge pas trop avancé. Donc on cerne bien le fait que les conditions requises pour qu'un besoin de financement soit valide auprès d'une banque est directement lié à la personnalité de l'individu, à ce qu'il est. C'est très important ça. Une fois que ces conditions requises sont validées, il y a acceptation du crédit. Dès lors, et automatiquement, la banque verse sur le compte du particulier la somme prédéfinie, mettons voire 100 000 euros, et automatiquement aussi, dans son actif à elle, en fonction de l'aspect fondamental de la comptabilité, qui nous dit qu'à partir du moment où on crédite un compte, forcément on en débite un compte est débité à l'actif de la banque. C'est ce qu'on en appelle la créance. Et on s'aperçoit donc que la créance est un compte négatif. Tout ceci s'inscrit dans un système très arborescent. Il n'y a pas des banques qui ne sont pas liées à la Banque centrale française, qui elle-même est liée à la Banque centrale européenne.
Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du suivi, et rien n'est éparse là-dedans. Et la Banque centrale française, la Banque de France, demande par exemple tous les mois aux banques qui dépendent d'elle, c'est-à-dire les banques françaises de second rang, de faire la somme des créances qu'elles ont à leur actif. Et cette somme des créances réelles qu'il y a à l'actif de toutes les banques de second rang de France, dont les informations sont transmises à la Banque de France, cette somme-là représente la réalité monétaire de l'économie. Bien. Nous avons donc parlé là de la création monétaire. Mais quand il y a création monétaire, il y a aussi destruction monétaire. Autrement dit, celui qui a un crédit, qui a rempli les conditions dont je parlais tout à l'heure, qui commence à rembourser son crédit, la part de ce remboursement qui correspond au capital va aller dans le compte négatif de la créance à l'actif de la banque et va diminuer la créance. On est d'accord? Eh bien, cette diminution correspond à la destruction monétaire. C'est une destruction pure et simple. Puisque, on le rappelle, la création monétaire, c'est la création d'une créance, d'un compte négatif, de l'argent qui est sorti, qui ne part de rien, qui est sorti de la banque et qui est allé dans la nature, dans les comptes des uns et des autres. Donc la monnaie a une durée de vie. Cette durée de vie est égale, pour ce qui concerne un crédit, par exemple, de 10 ans sur 100 000 euros, par exemple. Donc la moyenne de la durée de vie de cette monnaie-là, c'est 5 ans. Ça, c'est un des problèmes majeurs de la compréhension du système et de la mécanique monétaire, que peu de personnes comprennent. Ce qui nous amène à passer au deuxième petit chapitre, qui est la crise. La crise est une crise toujours psychologique. On ne peut pas définir autrement la crise que une inadaptation psychologique à une situation particulière. Et pour bien comprendre, en définitive, on peut se référer à la crise de l'adolescence. Bon, alors vous avez un enfant qui a, excusez-moi, qui a une partie affective de son être vis-à-vis de sa maman, de son papa, et puis un jour arrive où son corps produit des hormones, mais pas en petite quantité, en grande quantité, ce qui influe sur son comportement, c'est-à-dire que son comportement il devient différent. Il se métamorphose d'une part, en partie, et puis psychologiquement, eh bien, il y a de l'étonnement, parce que il sort de l'enfance et il rentre dans un processus de crise, c'est-à-dire qu'il va y avoir une transformation. Eh bien, ce processus de transformation crée chez lui une crise psychologique. C'est ce qu'on appelle la crise de l'adolescence. Eh bien, pour ce qui concerne notre société, c'est pareil. Pendant des siècles et des siècles, on a eu l'habitude, c'est presque inscrit dans nos gènes, hein, tellement c'est vieux, on a eu l'habitude de penser que la monnaie était la contrepartie d'un stock d'or présent dans les banques. Et que les banques, en vertu de ce stock d'or, émettaient des billets, ou peut-être même aussi des petites pièces, hein, émettaient des billets qui avaient la contrepartie en or. Donc on prêtait quelque chose qui existait. Et bon nombre de nos concitoyens à l'heure actuelle considèrent qu'effectivement la monnaie est une contrepartie de réserves d'or de la Banque de France, qui en définitive sont, si on pense que les 2700 tonnes c'est important, mais c'est absolument ridicule en termes de valeur. On ne pourrait même pas faire fonctionner un département avec ça. Donc la monnaie n'a rien. La contrepartie monétaire, à l'heure actuelle, c'est l'engagement d'un individu. C'est sa responsabilité. C'est l'engagement de sa responsabilité qui est accompagné de la confiance qu'a l'organisme créateur de la monnaie, c'est-à-dire la banque, confiance qu'elle a en cette responsabilité qu'il va assumer. C'est ça la contrepartie de la monnaie. C'est pas de l'or. Et donc la différenciation qu'il y a entre l'ancien système, la psychologie
individuelle et collective que l'on a de cet ancien système, alors que le nouveau système n'a strictement rien à voir, ça crée la crise. En fait, on pourrait effectivement abandonner, enfin quitter cette période de crise si la formation à l'école était suffisamment bien faite. Et si la formation permanente des adultes était structurée et d'ailleurs réelle, ce qui n'est pas vrai. Donc voilà la problématique de la crise. Ce n'est pas autre chose qu'une distorsion psychologique qu'il y a entre un ancien phénomène et un nouveau. C'est l'adaptation. Le troisième thème, c'est le thème de la propriété. Alors la propriété, il faut l'aborder parce que tout découle aussi de la chose. La propriété, c'est un vieux droit, c'est un droit romain qui est un droit, ce qu'on appelle un droit démembré. C'est-à-dire que dans la propriété est propriétaire un certain nombre d'individus qui n'ont pas les mêmes facultés vis-à-vis du bien. Vous avez entendu, par exemple, que votre maman ou telle personne dont le mari est décédé a l'usufruit de son appartement et que ses enfants étaient nus propriétaires. Ah, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais pas si compliqué que ça. En fait, la propriété a trois attributs. En latin, c'est l'usus, le fructus et l'abusus. L'usus, c'est l'usage. Le fructus, c'est on en a l'usage et on en récolte le fruit. Et l'abusus, c'est la capacité de donner le bien, de le vendre ou de le détruire. Donc vous avez trois aspects. Quand la monnaie apparaît dans le compte de celui qui a fait un crédit, c'est pour acheter quelque chose. Donc il va y avoir un échange, un transfert de propriété en fait, de cette somme dont il est le propriétaire. Ça c'est l'article 1885 me semble-t-il du Code civil qui dit que ce qui est prêté, celui qui a prêté se détache de sa propriété et c'est celui qui a emprunté qui est propriétaire de la chose. Donc nous sommes les propriétaires de la monnaie que nous avons créée avec la banque et nous allons échanger cette monnaie contre un bien, une maison par exemple. Du coup, on voit bien que le propriétaire de la maison va acheter une voiture, cash, autre chose, peu importe, ou un autre bien, et cette monnaie s'en va. Donc, il y a des gens, il y a des personnes, un nombre incalculable de personnes qui sont des usagers. Ils sont quand même propriétaires de ce qu'ils ont. Je gagne mon argent, oui, vous gagnez votre argent. Et vous en avez l'usage, c'est-à-dire que vous allez acheter des tas de choses, des biens de consommation avec. Et puis, il y en a d'autres, comme la banque, par exemple, qui, avec l'argent des comptes et des dépôts, peuvent prêter à des entreprises. Donc, elles prêtent à des entreprises et elles en retirent le fruit, des intérêts. Donc, elle en a l'usufruit. Et puis, il y a celui qui est propriétaire, nu propriétaire ou plein propriétaire. Alors, plein propriétaire, c'est celui qui a fait le crédit. Quand il a un revenu, par exemple, de 2000 €, sur ces 2000 € il va rembourser son crédit. Le remboursement de ce crédit s'inscrit automatiquement dans un fait de propriétaire, puisque la part du capital de ce remboursement va aller dans la créance, qui va diminuer, et donc il va détruire cette monnaie. Donc c'est lui qui a la capacité de détruire la monnaie. Donc il en est le nu propriétaire. Et le plein propriétaire pour les 2000 €, et puis pour l'ensemble de la monnaie qu'il a mise en circulation. Donc on peut dire que la monnaie n'appartient pas du tout aux banques. Elle en a l'usufruit pour une partie. Et l'ensemble de la masse monétaire présente dans le système économique en France, comme en Europe et comme en Occident, appartient à ceux qui ont eu un crédit, qui ont effectué un crédit. Ça, c'est une automaticité de fait et de droit. Voilà pour ce qui concerne la propriété. Maintenant, parlons de l'esclavage. Alors là, ça va être très simple. L'esclavage a été défini
par la Convention de Genève que la France a signée en 1926, et qui dit que l'esclave est un individu sur lequel s'exerce l'un des 3 attributs de la propriété. C'est-à-dire que l'individu est la propriété d'un autre. On en revient donc à l'attitude des banques. Et là, l'attitude des banques, elle est absolument criminelle. Parce que, pour pouvoir faire du crédit en fonction de ce que l'on a dit tout à l'heure, notamment de ses fonds propres, qui ne bougent jamais. Elle doit avoir 8% de fonds propres, c'est-à-dire 8 dans son passif et 100 dans l'actif. Et l'actif, c'est les créances. Pour pouvoir refaire du crédit, eh bien, elle vend des créances. Elle purge une partie de son actif. Elle dit que c'est une question de prudence et puis qu'elle veut transférer les risques. Non. Non. L'objectif d'une banque, quand elle vend une créance, c'est de pouvoir refaire un crédit. Sauf que quand elle purge son actif, elle demande à des organismes que l'on appelle en général des OPCVM, des organismes de placement collectif en valeur mobilière, qui lui donnent de l'argent et achètent la créance, en fait. Elle achète la créance. Mais en achetant la créance, elle la remet à zéro. Et si elle la remet à zéro, ben, l'argent est détruit. Tout ce qui est dans le négatif et qui le comble, l'argent est détruit. Il est détruit parce que la Banque de France va demander le mois après combien de créances avez-vous? Eh bien, cette créance-là, elle ne sera pas comptabilisée. Et donc, au bout du compte, la monnaie, elle n'existera plus. C'est ce qu'on appelle la destruction monétaire anticipée. Ça, c'est gravissime, parce que d'une part, elle détruit la monnaie, c'est-à-dire le bien qui nous appartient à nous, ceux qui avons fait des crédits, et d'autre part, elle nous vendent précisément parce que la responsabilité que nous avons engagée est vendue à une tierce personne ou à un tierce organisme. Et ça n'est pas possible. Ça, c'est de l'esclavage. Donc, vous voyez bien que, en termes de mécanique, les banques font deux infractions. Un crime contre l'humanité parce qu'elles vous vendent votre âge, votre santé, votre temps que vous passez à travailler, à payer des intérêts sur le crédit que vous avez fait. Ça, elle vous vend. Donc, on est bien d'accord que c'est l'exercice du droit de propriété sur un individu et d'une manière collective. Après, il y a des millions d'individus qui sont dans ce cas-là, qui sont vendus. Et en plus, elle nous vole précisément parce qu'elle exerce un droit de propriété qu'elle n'a pas. C'est nous qui l'avons, ce droit-là. Ce droit de détruire la monnaie en remboursant notre crédit, c'est nous qui l'avons, c'est pas la banque. Donc elle nous vole. Et alors, en plus, il y a une incidence particulièrement grave sur la société, c'est que la société, au lieu de tourner avec 1100 ou 1200 milliards d'euros à l'intérieur de notre espace économique français, eh bien, on s'aperçoit qu'on ne tourne qu'avec 750 milliards d'euros. Autrement dit, c'est comme si vous vous soutiriez 1 litre de sang à un coureur à pied qui a un sprinter qui va faire dans 5 minutes un 100 mètres. Bah, il n'y arrivera pas à le faire 100 mètres. Et s'il y arrive, il y arrivera en 30 secondes. Donc, ça sera plus compétitif. Donc on voit bien que le processus enclenche le fait que vous l'entendez tous les jours, qu'il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus d'argent. Bah oui, il n'y a plus d'argent parce que ça a été détruit d'une manière massive et industrielle. Qu'il n'y a plus d'argent pour payer les salariés, que les salariés ne sont jamais augmentés, et que le destin d'un salarié, c'est généralement d'être au chômage. Voilà la problématique. Donc pour quelle raison faut-il attaquer les banques au pénal? Eh bien parce que quand elles vendent les créances pour pouvoir refaire du crédit, eh bien elles nous vendent. Donc ça c'est un crime contre l'humanité. C'est pas moi qui l'invente. Hein, c'est pas sorti d'une revendication politicarde. Non, c'est une réalité. Dès lors que la banque vend sa créance, elle nous vend. Ça, c'est clair. Et en plus, elle nous vole. C'est pour ça qu'il faut
attaquer les banques au tribunal pénal. Et pas n'importe laquelle, puisque comme c'est un crime, pas n'importe quel tribunal, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime, donc c'est la cour d'assises. Et la cour d'assises, c'est quand même un jury populaire. Donc, on a tout intérêt à pouvoir le faire. Alors, j'espère que vous avez compris le processus de la création monétaire, du temps de vie de la monnaie, de la destruction monétaire, de la réalité de la créance, qui est en définitive une espèce d'état civil de la monnaie. S'il n'y a plus de la créance dans l'actif, eh bien l'argent a disparu, ou parce que vous avez fini de rembourser votre crédit, ou alors parce que une OPCVM ou un fonds de pension quelconque a acheté la créance. Que du coup, en vendant la créance, la banque vous vend, vous, qu'elle fait un acte esclavagiste, que c'est un crime contre l'humanité, et que du coup, à partir du moment où elle vend la créance, elle détruit la monnaie, et cette destruction, c'est un acte de propriétaire qui n'est pas le sien, mais qui est le vôtre. Voilà globalement comment il faut penser pour mettre les banques au tribunal pénal. Mais il faut le faire, c'est le début du changement. Et ce changement-là, c'est la fin de la crise. Alors c'est à vous de le faire. C'est à vous de prendre conscience que les banques sont des criminels. Le fonctionnement des banques à l'heure actuelle est un fonctionnement criminel. Et délictueux, puisqu'elles volent. Bien, j'espère que vous aurez compris un peu mieux le processus et que vous allez du coup eh bien, vous engager, parce que il faut s'engager, et puis il faut surtout qu'on s'organise pour que ça nous coûte le moins cher possible et que l'on puisse présenter une force collective suffisamment importante pour que le pouvoir politique d'une part et le pouvoir judiciaire d'autre part prennent conscience que là les choses ne vont pas, et que nous, par cet acte de dépôt de plainte, nous faisons une déclaration de conscience. C'est ça qu'il faut que l'ensemble du processus politique et judiciaire comprenne. Déclaration de conscience. Je vous remercie de m'avoir écouté.